Et si notre univers était une erreur? Pas une métaphore, mais littéralement un bug dans quelque chose de bien plus grand. Certains physiciens considèrent sérieusement cette possibilité. Et si c'est vrai, cela signifie qu'il y a un créateur ou un système dans lequel nous existons. Mais alors, la question principale est, peut-on le prouver? Et que se passera-t-il si nous y parvenons? Le monde tel que nous avons l'habitude de le voir change chaque jour. Mais ce n'est pas un problème. Ce qui fait peur, c'est autre chose. Des conditions de vie confortables pour l'humanité sur la planète ne dureront pas éternellement. Un jour, tout ce que nous aimons et apprécions disparaîtra à jamais. La date précise de la disparition de la Terre reste inconnue. Mais on estime que d'ici 1 milliard d'années, la température, le climat et d'autres facteurs déterminants deviendront, pour ainsi dire, incompatibles avec la vie humaine. Ce processus a déjà commencé. Il a commencé dès la naissance du Soleil, qui avance inexorablement vers sa propre disparition. Raboul. Que se passera-t-il avec la Terre si notre étoile devient plus grande et plus chaude? Ce n'est pas difficile à prévoir. La température moyenne mondiale augmentera fortement. Les plans d'eau vont progressivement s'évaporer. Et lorsque l'astre atteindra l'âge de 6 à 8 milliards d'années, la Terre se transformera en une seconde Vénus. Heureusement, l'humanité est pleinement consciente du danger inévitable et tente de trouver un nouveau foyer pour les générations futures. Quel objet choisir à cette fin? Mars, rouge et poussiéreuse? Une planète inexplorée, en orbite autour d'une étoile lointaine? Ou bien avons-nous de meilleures options? Oui, il y en a. Mais avant cela, il convient de se rappeler un sage proverbe populaire. Ne crache pas dans le puits, tu pourrais avoir besoin d'y boire de l'eau. Vous êtes surpris? On vous explique. Il s'agit de Pluton, cet objet même qui, en 2006, a été honteusement retiré de la liste des planètes du système solaire et privé de tous ses titres imaginables. Sans doute, après des milliards d'années, lorsque notre étoile deviendra 100 fois plus grande qu'aujourd'hui et que sa luminosité augmentera fortement. C'est justement Pluton qui deviendra un endroit confortable, adapté à la vie de l'humanité exilée de sa propre planète. Les changements de notre système stellaire sont explicables. Après l'agrandissement de l'astre, la zone habitable se déplacera fortement. En conséquence, les corps célestes gelés, recouverts d'une épaisse couche de glace et dissimulant de vastes océans, dégèleront inévitablement lors du réchauffement provoqué par la transformation du Soleil en géante rouge. C'est pourquoi Pluton deviendra sûrement notre nouveau lieu de résidence. Il faut donc se préparer minutieusement, sur le plan technique, à un déménagement aussi global. En plus de la construction d'un vaisseau interplanétaire, les humains devront apprendre à bâtir des colonies sous-marines mobiles afin que la vie sur une planète océan soit acceptable et, si possible, confortable. Mais comment pourrons-nous nous installer sur une planète naine à l'avenir alors que l'humanité n'en sait pratiquement rien? Pluton est tellement éloigné du Soleil qu'il est extrêmement difficile d'imaginer une telle distance monstrueuse. De 4,4 milliards de kilomètres au périhélie à 7,4 milliards de kilomètres à l'aphélie. Mais un éloignement aussi considérable n'a pas empêché les humains d'observer ce petit corps céleste dans les moindres détails. Cela a été rendu possible grâce à la mission New Horizons, lancée par la NASA en janvier 2006. Bien sûr, la cible de la petite sonde était Pluton et sa fidèle lune Charon. Ensuite, la sonde New Horizons doit s'engager dans la ceinture de Kuiper pour étudier les autres petits objets. Incroyable! Personne ne savait exactement ce qui attendait la sonde sur ce parcours difficile, mais l'appareil a parfaitement accompli la partie principale de sa mission. La sonde a observé Pluton pendant 9 jours et a envoyé sur Terre de nombreuses images en haute résolution. Voyons ce que cela a donné au final.
la surface de la planète, on observe vallées, massifs montagneux et de nombreux cratères. Il s'avère que l'objet n'est pas du tout mort, contrairement à ce qui avait s'était dit. Il est géologiquement actif. Sur Pluton, des cryovolcans actifs jaillissent. Dans le ciel de la planète, on peut voir 5 minuscules lunes, en plus du gigantesque Charon, Hydra, Styx, Nyx et Kerberos. La région la plus mystérieuse de Pluton est ce que l'on appelle son cœur. Il s'agit d'une grande tache claire de 2300 km de large officiellement appelée la région de Tombaugh. D'ailleurs, à bord de New Horizons, en plus du carburant et de l'équipement, se trouve une capsule contenant les cendres du scientifique Clyde Tombaugh, le découvreur de Pluton, en l'honneur duquel le cœur de la planète a été nommé. C'est un endroit très étrange. Ici se trouve un cratère rempli de cristaux de glace d'azote, la vaste plaine Spoutnik et 2 chaînes de montagnes. Mais l'étrangeté de cette région n'est pas là. Elle est tellement lourde qu'elle a enfoncé la croûte de Pluton et créé une anomalie gravitationnelle. Un effet similaire a été obtenu autrefois par le poids de le Groenland glacé. Bien sûr, à l'heure actuelle, la colonisation de Pluton semble être une entreprise irréalisable et absurde. Jugez-en par vous-même. Un froid infernal toute l'année, environ moins 230 degrés. Une année équivaut à 250 ans terrestres. Une orbite excentrique qui projette parfois la planète dans les bras glacés de la ceinture de Kuiper, puis la pousse vers le Soleil. À cela s'ajoute une atmosphère qui disparaît périodiquement et une pression 300 fois inférieure à celle de la Terre. En somme, Pluton aujourd'hui est un monde extrêmement inhospitalier. Mais en quoi pourrait-il se transformer lorsque le Soleil, dans son agonie, commencera à grossir et engloutira les planètes telluriques ? Tout d'abord, l'astre va fortement chauffer. De plus, les spécialistes estiment que le processus pourrait atteindre une température confortable pour l'homme, autour de 20 degrés Celsius. Cependant, un autre problème surgira. Les gaz volatiles, auparavant complètement figés, commenceront à quitter rapidement la surface de l'objet, réduisant la masse de la planète et la transformant en une comète gigantesque jamais vue auparavant. Mais la gravité de Pluton, qui est 12 fois plus faible que celle de la Terre, parviendra probablement à retenir une fine couche atmosphérique qui, avec le temps, devrait s'épaissir et devenir plus dense. La pression n'atteindra probablement pas les niveaux terrestres. Un autre avantage de la colonisation de Pluton par les terriens est que, selon les astrobiologistes et les recherches de la sonde New Horizons, la planète dispose de réserves suffisantes de glace d'eau. C'est pourquoi, avec le réchauffement et la fonte de la couche gelée, les océans plutoniens deviendront un environnement relativement favorable. Mais il existe un aspect désagréable. Pluton n'abritera l'humanité que pour une période ridiculement courte à l'échelle de l'univers, pas plus d'1 million d'années. Ensuite, le Soleil agonisant commencera à se contracter jusqu'à atteindre la taille d'une naine noire invisible. Et la planète redeviendra un bloc de glace aux conditions extrêmes. Une chose est sûre. La sonde Nouveaux Horizons a pleinement justifié son nom en ouvrant aux terriens des perspectives prometteuses. L'appareil ne s'arrête pas là. Au début de cette année, il a découvert la voisine la plus proche de Pluton dans la ceinture de Kuiper, Ultima Thule, qui a ensuite été surnommé le bonhomme de neige du Nouvel An en raison de sa forme inhabituelle. Ensuite, la sonde infatigable s'enfoncera dans le vaste réservoir global d'astéroïdes et y restera jusqu'à ce que le signal cesse d'arriver sur Terre. Certains développeurs estiment que cela ne se produira pas avant 2037. L'homme est un être social. C'est pourquoi il recherche avec insistance la compagnie de ses semblables. Plus notre civilisation se développe, plus les oculaires des télescopes s'enfoncent dans les profondeurs cosmiques pour y chercher des planètes où la vie pourrait exister. La Terre nous a surtout aidés dans cette quête grâce à l'observatoire orbital Kepler. Malgré une panne partielle, l'appareil a longtemps continué d'envoyer de précieuses informations sur Terre. À l'heure actuelle, la liste des objets extrasolaires, des planètes où la vie est potentiellement possible, se compte par milliers, mais seules quelques-unes ont été plus ou moins étudiées. Parmi elles, on remarque particulièrement la planète qui entoure la naine rouge, Proxima du Centaure, dont l'âge est de 4,85 milliards d'années
Cet astre, quant à lui, se trouve dans le système stellaire Triple Alpha du Centaure. L'étoile parente se trouve à 40 000 milliards de kilomètres de la Terre, ce qui en fait notre voisine la plus proche. Proxima du Centaure est 7 fois plus petite que le Soleil et tout aussi légère. Pour l'instant, seuls 2 corps célestes ont été découverts près de la naine rouge. Ils seraient de type terrestre. La planète Proxima du Centaure B est l'objet le plus proche de la Terre situé dans la zone habitable de son étoile. Pourquoi cette sphère rocheuse fascine-t-elle autant la communauté scientifique ? En effet, nous ne sommes même pas en mesure d'observer la planète de manière classique, et nous sommes obligés de l'étudier par des méthodes indirectes. Tout réside dans l'habitabilité des objets qui gravitent autour des naines rouges. De nombreux astronomes remettent en question ce fait en raison de l'activité et de l'instabilité des étoiles faibles. Traditionnellement, la zone habitable de Boucle d'Or, placée de façon conditionnelle autour de ce groupe d'astres, se trouve assez près d'eux, ce qui soulève de nombreuses questions quant à la possibilité de l'apparition de formes de vie organique à la surface de telles planètes. L'argument majeur contre cette possibilité réside dans les attaques ultraviolettes intenses que l'étoile inflige périodiquement aux objets proches. Mais récemment, des chercheurs américains ont mené une série d'études qui ont révélé des nuances intéressantes. Dans le cadre de l'expérience, les conditions présentes sur Terre, à peu près à l'époque où la vie a commencé à s'y former, ont été simulées en laboratoire. Il s'est avéré que le fond de radiation ancien était bien plus élevé qu'actuellement sur les exoplanètes proches des naines rouges. On pensait auparavant que lors des éruptions de telles étoiles, le niveau de rayons ultraviolets était excessivement élevé, ce qui provoque des dommages aux structures cellulaires et aux acides nucléiques. De plus, la proximité avec leur étoile mère maintient la planète toujours tournée du même côté, à cause des forces de marée. En conséquence, leurs noyaux sont peu mobiles et incapables de générer un champ magnétique. Et cela entraîne une absence totale de protection contre les bombardements de rayons X, gamma et ultraviolets. Ce dernier représente le plus grand danger pour les organismes déjà formés. Mais ces informations sont dépassées. Les astrophysiciens de l'université Cornell ont décidé de vérifier dans quelle mesure ces rayons représentent une menace réelle. Et à l'aide de modèles informatiques variés, ils ont élaboré plusieurs prévisions plausibles. L'un de ces scénarios indique que même si l'atmosphère des planètes proches des naines rouges est très raréfiée et dépourvue d'oxygène, le niveau de radiation présent à la surface de ces objets serait tout de même bien inférieur à la dose que recevait la Terre il y a 4 milliards d'années au début de l'Archéen. La luminosité du Soleil n'était alors que de 70% de celle d'aujourd'hui, ce qui correspond aussi aux paramètres des naines rouges. Et pourtant, ces conditions difficiles n'ont pas empêché la vie terrestre de se développer et d'évoluer considérablement. D'où la question, est-il possible qu'un niveau de radiation élevé non seulement n'empêche pas l'apparition de formes de vie, mais les aide aussi à s'améliorer grâce à des mutations bénéfiques ? Par exemple, les bactéries extrémophiles, qui se sentent aussi à l'aise dans les sources bouillantes de Yellowstone qu'au fond de la fosse des Mariannes, sont capables de survivre facilement à des doses importantes de radiation. Cependant, dans ce cas, le taux de mortalité dépend de la longueur d'onde. Plus elles sont courtes, plus les conséquences sont graves. Il est possible que les organismes vivants d'une planète lointaine aient, au contraire, appris à s'adapter à des conditions défavorables grâce à des mécanismes de protection. En effet, il existe sur Terre de nombreuses stratégies de survie biologique des espèces, par exemple la fluorescence chez les polypes coralliens. Mais parlons enfin de la planète elle-même. À quoi ressemble ce monde inconnu selon les idées des scientifiques ? Proxima du Centaure B a été découverte relativement récemment, en 2016. Cet objet de type terrestre est considéré comme notre jumelle. La planète se trouve à plus de 7 millions de kilomètres de son étoile et une année y dure seulement environ 11 jours. Mais la surface de cet objet n'est pas brûlante. En raison de la faible luminosité de Proxima du Centaure, sa première planète reçoit juste assez de lumière pour que l'eau puisse exister à l'état liquide. C'est-à-dire que Proxima du Centaure B n'est ni un désert brûlant, ni un congélateur gelé. Une température relativement confortable la rend vaguement semblable à la Terre. Les paramètres de la planète ressemblent aux nôtres.
Elle a un rayon légèrement supérieur, 1,1, et elle est un peu plus massive. La masse de l'objet est d'1,27 fois celle de la Terre. Si l'on suppose qu'il existe une atmosphère stable contenant de l'oxygène et de l'eau sur Proxima du Centaure B, il est tout à fait probable que la planète soit habitable. Mais n'allez pas imaginer des créatures aux grands yeux rivées à l'oculaire d'un télescope. В телескопический окуляр и одновременно возводящих космический ковчег для паломничества на нашу планету. Il est plus probable que la vie y soit limitée à des bactéries ou à des organismes unicellulaires, si tant est qu'elle existe. Cependant, des recherches récentes permettent de penser que la planète possède une gravité non négligeable. Cela implique le maintien d'une température atmosphérique adéquate. Donc, tout n'est pas si désespéré. Mais il y a aussi des nouvelles inquiétantes. En 2017, une éruption anormalement puissante a été enregistrée sur Proxima du Centaure. En 10 secondes, la luminosité de l'étoile a augmenté 1000 fois. S'il y avait ne serait-ce qu'une trace de biosphère sur la planète mentionnée, elle aurait été instantanément stérilisée. La vie océanique aurait peut-être survécu. Au fait, Proxima Centauri B a une voisine. Les astronomes ont découvert une autre exoplanète et lui ont attribué l'indice C. Mais il n'est pas question de son habitabilité. Bien que la planète soit probablement elle aussi une planète tellurique, Proxima du Centaure C est 6 fois plus massive que la Terre. La durée de son année atteint 1936 jours et elle se trouve trop loin de la naine rouge, 1,5 fois plus loin que nous ne le sommes du Soleil. Ce qui indique qu'il ne peut pas y avoir d'eau liquide à la surface de cet astre. C'est un monde glacé, désertique et sans vie. Chercher sur cet astre ce que nous cherchons sur Proxima du Centaure B est donc inutile. L'étude de la première planète du système de Proxima du Centaure se poursuivra sans aucun doute. En effet, il n'existe pas de tels corps dans notre voisinage immédiat. Tous les objets extrasolaires se trouvent beaucoup plus loin. Le Soleil, la Lune, les planètes, les étoiles. À quoi pensez-vous lorsque vous levez la tête et regardez le ciel nocturne ? Les phénomènes cosmiques ont étonné, émerveillé et enfin inspiré l'humanité pendant des siècles. C'était à l'aube de la navigation maritime et plus tard, à l'époque de l'Antiquité, au Moyen-Âge et à la Renaissance. L'homme a toujours scruté les profondeurs infinies du gigantesque océan noir au-dessus de sa tête. Déjà au début du XXe siècle, lorsque les hommes ont maîtrisé les secrets de la navigation aérienne, l'humanité a progressivement pris conscience de sa proximité avec les étoiles. Aujourd'hui, les avions nous élèvent à une altitude de près de 10 000 mètres, nous permettant d'observer les nuages d'en haut et d'atteindre dans les airs une vitesse d'environ 1000 km/h. Au XXe siècle, nous nous sommes vraiment rapprochés des étoiles, et cela au sens propre du terme. Nous avons eu accès à une technologie qui a ouvert pour nous l'ère des satellites artificiels. Les premiers satellites ont été lancés en orbite terrestre basse qui s'étend jusqu'à 2000 km au-dessus de notre planète. La nouvelle ère nous a définitivement fait comprendre que le ciel n'est plus un obstacle. C'est une toute nouvelle façon d'unir toute l'humanité, et peut-être même de se lancer vers les profondeurs inconnues de l'espace. C'est à cette époque que sont apparues des organisations qui se sont fixées une mission d'importance nationale, l'exploration et la conquête de ces nouveaux satellites, principalement par les superpuissances, les États-Unis et l'URSS. La NASA a été créée le 1er octobre 1958. À l'heure actuelle, des milliers de satellites fonctionnels occupent l'orbite terrestre. Ils nous servent jour et nuit, diffusant des émissions de télévision, prédisant la météo, aidant à la navigation, fournissant Internet et accomplissant bien d'autres tâches. Mais sans doute, le satellite artificiel le plus important de la Terre est apparu à la fin du XXe siècle. Quel satellite artificiel de notre planète peut, à juste titre, être considéré comme le plus important ? Le 17 juin 1992, la Russie et les États-Unis ont conclu un accord de coopération dans l'exploration spatiale. Conformément à cet accord, l'agence spatiale russe et la NASA ont élaboré un programme commun appelé Shuttle Mir. Ce programme prévoyait les vols des navettes spatiales américaines réutilisables vers la station spatiale russe, Mir, l'intégration de cosmonautes russes dans les équipages des navettes américaines et celle d'astronautes américains dans les équipages des vaisseaux Soyouz et de la station Mir.
Au cours de la mise en œuvre du programme Mir Shuttle, l'idée d'unir les programmes nationaux de création de stations orbitales est née. En 1993, de nombreux hommes politiques aux États-Unis étaient opposés à la construction d'une station spatiale. En juin 1993, le Congrès des États-Unis a débattu de la question des stations et d'une proposition visant à abandonner la création de la Station spatiale internationale. Cette proposition n'a pas été adoptée, la décision s'étant jouée à une seule voix près. 215 voix pour l'abandon, 216 voix pour la construction de la station. Le 2 septembre 1993, le vice-président des États-Unis, Albert Gore, et le président du Conseil des ministres de la Fédération de Russie, Viktor Tchernomyrdine, ont annoncé un nouveau projet de véritable station spatiale internationale. À partir de ce moment, le nom officiel de la station est devenu Station spatiale internationale, bien que le nom non officiel, Station spatiale Alpha, ait également été utilisé en parallèle. Cet objet unique a été achevé seulement au XXIe siècle. Étonnamment, ce miracle technologique est devenu un tremplin pour tous les peuples vers les confins de l'espace, au-delà de la Lune et au cœur du système solaire. Ce satellite a reçu le nom prestigieux de Station spatiale internationale. La SSI se trouve en orbite terrestre, à 400 km de la surface de la Terre. Elle effectue un tour complet autour de la planète en 90 minutes à une vitesse de 28 000 km/h. La station a été créée grâce aux efforts de 15 pays sous la direction des États-Unis. 40 navettes spatiales de la NASA ont transporté les composants de la future ISS en orbite de 1998 à 2011. Le module russe Zarya est devenu la base de la future maison de l'humanité au-delà de la Terre. Ce premier segment a été créé pour répondre aux besoins les plus fondamentaux: alimentation électrique, stockage, propulsion, système de survie, laboratoire scientifique, navigation et plusieurs ports d'amarrage pour l'expansion future de la station. Que s'est-il passé après ? Pendant plus d'une dizaine d'années, des modules supplémentaires, des panneaux solaires et d'autres éléments importants ont été acheminés vers l'ISS, augmentant sa superficie et la rendant plus confortable pour y vivre. Le module russe Pierce est conçu pour servir de port d'amarrage supplémentaire pour les vaisseaux habités et cargo de type Soyouz et Progress, ainsi que pour permettre aux cosmonautes et astronautes de sortir dans l'espace depuis le segment russe de la station. Le module du segment américain de la station, appelé Destiny, permet de mener des recherches scientifiques complexes, tandis que le module Tranquility, par exemple, offre des espaces de vie. L'Agence spatiale européenne a mis en œuvre le module Columbus pour l'ISS, permettant de mieux répartir les capacités scientifiques de la station. À bord, il est devenu possible de mener des recherches sur l'effet de la faible gravité, la physique des fluides et d'autres domaines scientifiques prometteurs. De plus, la particularité du module réside dans le fait que les recherches scientifiques peuvent être menées non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur dans l'espace. Imaginez seulement, les scientifiques peuvent découvrir si, par exemple, des micro-organismes simples peuvent survivre dans les conditions de l'espace. Le module japonais, le laboratoire Kiba, s'est concentré sur l'observation de la surface de la Terre, la recherche médicale, les biotechnologies et les communications avancées. Si le contrôle de Columbus se fait depuis l'Allemagne, Kiba est géré par l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale. Vous vous souvenez comment le Congrès américain s'est opposé à la construction d'une station coûteuse ? En 2005, le Congrès américain a désigné le segment américain de l'ISS comme un laboratoire national, reconnaissant ainsi l'énorme importance de l'ISS pour l'Amérique et pour toute l'humanité. Et nous liant également à l'expansion future de la station grâce à d'autres agences fédérales et au secteur privé. En 2011, la station a été officiellement achevée et a atteint la taille d'un terrain de football, soit 109 mètres. À ce jour, la station a été visitée par des spécialistes de 17 pays faisant progresser la science dans plus de 50 disciplines. Incroyable, mais 83 pays ont, d'une manière ou d'une autre, utilisé la base technologique de l'ISS. Il ne fait aucun doute que l'existence même d'un tel projet est une brillante confirmation des possibilités de la coopération humaine, ainsi que des réalisations techniques de la NASA et d'autres agences et entreprises spatiales. La fin du programme des navettes spatiales américaines a laissé un vide dans la capacité des États-Unis à transporter fret et personnes. грузов и людей на орбиту. La Russie a longtemps détenu le monopole du transport des cosmonautes à bord de l'ISS.
Finalement, la NASA a décidé de miser sur la stimulation des entreprises privées qui devront prendre en charge le transport des personnes en orbite terrestre. La station dispose déjà de plusieurs fournisseurs officiels d'État, le Progress russe, le vaisseau cargo automatique européen et le Kounotori japonais. Mais c'est l'Amérique qui est devenue le premier pays à réussir à encourager une entreprise privée à développer et tester la livraison de fret et surtout de personnes à bord de la Station spatiale internationale. 2 entreprises américaines, SpaceX et Orbital ATK, ont réussi à y livrer avec succès leurs cargaisons et leurs équipages. Et ne pensez pas que le rôle de l'ISS soit abstrait ou indéfini. En quoi ce point lumineux coûteux dans le ciel nocturne peut-il m'aider, moi et des gens comme vous ? Au-delà des avancées scientifiques et des programmes spatiaux nationaux, son impact sur la vie de chacun sur Terre est incroyable. La Station spatiale internationale est la preuve directe des succès de notre espèce dans la conquête de l'espace, dans l'élargissement des frontières du possible, comme par exemple les voyages vers Mars. Oui, dès maintenant, à bord de l'ISS, des travaux intenses sont menés pour étudier les compétences et aptitudes nécessaires à une mission vers Mars. L'étude de l'effet de la faible gravité sur le corps humain peut nous conduire à résoudre le problème du vieillissement ou à améliorer la récupération après de graves maladies et blessures. La culture de plantes dans des conditions de faible gravité peut également s'avérer utile, car le problème de la faim risque de se poser à l'humanité dans les prochaines décennies. De plus, cela semble utile si l'on pense à un éventuel voyage humain vers Mars et à la construction de la première colonie là-bas, dont les habitants auront également besoin de nourriture. Les recherches menées à bord de la Station spatiale internationale dans le domaine de la purification de l'eau améliorent déjà la vie de nombreuses personnes vivant dans des régions où l'accès à l'eau potable est difficile. N'oublions pas que la station surveille également la surface de la planète, enregistrant parfois ces moments les plus dramatiques, tels que les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les tempêtes, les inondations et les tsunamis. Il se peut que toutes ces merveilles ne vous impressionnent toujours pas. Alors, imaginez simplement que chacun d'entre nous, quel que soit son pays, sa couleur de peau ou ses opinions, peut faire partie de quelque chose de plus grand. La NASA a ouvert à l'humanité les avantages et les perspectives du commerce libre dans l'espace. Qui sait, peut-être que c'est vous qui serez parmi ceux qui gagneront leur premier milliard au-delà de notre planète. N'oubliez pas de rêver, de vous fixer des objectifs et de progresser. Notre chaîne vous aidera dans ce domaine. В этом точно поможет. Avez-vous des objections? Peut-être des suggestions constructives? Ou même un projet de mission tout prêt? Quoique non, vous savez, ça fait déjà beaucoup d'informations pour aujourd'hui. Je pense qu'on va reporter l'histoire à la prochaine vidéo et pour qu'elle sorte, accomplissez le rituel magique triple. Déplacez le curseur tout-puissant sur le pouce en l'air sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour activer les notifications des nouvelles vidéos. Pour cela, il faut cliquer sur ce bouton et appuyer sur cette cloche. Faites-le et l'univers vous récompensera à coup sûr. Alors, rassemblons 20 000 gros pouces bleus sous cette vidéo et un nouvel épisode très passionnant sortira immédiatement sur la chaîne. À très bientôt